Tout au long de l'année 1972, un satellite ultra secret tournait en orbite autour de la planète. Il prenait, en haute altitude, des photos des steppes du Kazakhstan. L'objectif était sans doute de repérer des installations militaires. Pourtant, quelques clichés révélèrent autre chose. D'immenses formes géométriques gravées dans le sol. Sans le savoir, il venait d'immortaliser une cité fantôme vieille de 36 siècles. Comme ces images étaient le classifiées, il fallut attendre des décennies avant que les chercheurs puissent en obtenir les coordonnées et envoyer des drones modernes cartographier la zone. C'est ainsi qu'ils mirent au jour une ancienne implantation humaine couvrant 140 hectares. Mais ce qui intrigue n'est pas sa taille. Le plus surprenant réside dans une sorte d'usine préhistorique avancée, exploitée par des nomades. Le site, nommé Semiyarka, signifie « ville des 7 ravins », en raison de sa position sur une falaise dominant une large vallée fluviale. Il remonte aux environs de 1600 avant notre ère. À cette époque, la steppe eurasienne formait une vaste bande herbeuse de plus de 8000 km. Les populations qui y vivaient adoptaient un mode de vie extrêmement sobre. L'agriculture à grande échelle y était possible, mais très contraignante. Il était bien plus simple de suivre les troupeaux et de se déplacer dès que la nourriture venait à manquer. En pratique, les nomades dépendaient exclusivement de leurs moutons et de leurs chevaux pour subsister. Or, maintenir un grand troupeau au même endroit finissait par raser l'herbe jusqu'à laisser la terre nue. Le choix était donc évident, charger tous ses biens sur un animal et partir à la recherche de nouveaux pâturages. Leur alimentation provenait aussi directement de ces bêtes, principalement de la viande et du lait de jument fermenté, une boisson acide et légèrement alcoolisée, confectionnée dans des outres en cuir. Pourtant, à Semiyarka, certains décidèrent de se fixer. Ils bâtirent un véritable centre de production sur cette falaise en plein âge du bronze, période marquée par le passage du simple usage de la pierre polie à celui de la métallurgie. Le bronze n'est pas constitué d'un métal unique, c'est un alliage qui associait le plus souvent cuivre et étain, rendant les outils plus résistants et plus durables. L'évolution technologique n'étant pas uniforme, alors que ces artisans allumèrent leurs fours, les pyramides d'Égypte existaient déjà depuis un millénaire. À quoi ressemblait concrètement la fonderie de Semiyarka? Nous sommes bien trop tôt pour imaginer tapis roulants ou hautes cheminées de briques. Un site métallurgique de l'âge du bronze se résumait plutôt à un vaste espace à ciel ouvert, bruyant et noirci de suie. Il est raisonnable de penser que l'odeur y était insupportable. Fumée de charbon, bois calciné, métal en fusion. Rien de très éloigné, au fond, d'une usine moderne privée de ventilation. Si vous pouviez vous y promener, vous découvririez un sol brûlé et des fragments d'argile dispersés partout. Les artisans avaient hâte de concentrer ces activités bruyantes à la lisière sud-est de la ville, preuve d'une organisation rigoureuse. Les archéologues sont convaincus d'avoir affaire à un véritable site de production, notamment grâce à 2 indices précis, des creusets et des scories. Le creuset est un récipient d'argile conçu pour résister à des températures avoisinant les 1100 degrés. Quant aux scories, il s'agit de résidus vitrifiés et inutilisables, issus de l'extraction du métal à partir du minerai. Leur présence n'est jamais accidentelle, elle atteste d'une fusion volontaire. Mais que produisait-on exactement en ce lieu? À cette époque, maîtriser le bronze constituait un avantage décisif pour survivre. Une hache en cuivre pur, utilisée pour abattre un arbre, se déformerait rapidement, à la manière d'un ustensile fragile, obligeant sans cesse à la redresser à coups de pierre. L'ajout d'une petite quantité d'étain déclenche une transformation qui stabilise la structure du métal. Le résultat devient nettement plus solide. De nombreux nomades de passage circulaient avec d'imposants chariots en bois, comparables en taille à un mobile home moderne. Dotés de roues pleines et tractés par des attelages de bœufs, ces véhicules exigeaient un entretien constant, nécessitant des outils robustes. Semiyarka jouait ainsi le rôle d'une halte essentielle sur ces routes.
Les artisans incorporaient environ 12% d'étain à leur cuivre. Ce métal clair et malléable fond à relativement basse température et agit comme un agent de durcissement lorsqu'il est mêlé au cuivre en fusion. Dans l'Antiquité, l'étain était extrêmement rare. Si le cuivre se trouvait assez aisément, la moindre rupture d'approvisionnement en étain pouvait inquiéter des empires entiers, puisqu'il est indispensable à la fabrication du bronze. Semillarca bénéficiait d'un avantage considérable, l'accès à des gisements d'étain dans les montagnes voisines. Cela signifie qu'il détenait peut-être la ressource clé dont dépendaient toutes les populations réparties sur cette immense steppe de plus de 8000 km. Que s'est-il donc produit et comment cet endroit est-il devenu une ville fantôme? Nous savons avec certitude qu'il n'a pas été anéanti par une tribu ennemie ni par une armée. Un tel affrontement aurait laissé des traces évidentes, des restes humains, d'épaisses couches de cendres ou encore des armes abandonnées, notamment celles produites sur place. Or, rien de tel n'a été découvert à Semillarca. Les archéologues y ont plutôt identifié les signes d'un départ méthodique. Les habitants ont emporté leurs outils les plus précieux, rassemblé leurs troupeaux et fait ce que font traditionnellement les nomades. Ils sont partis. Du moins, telle est l'hypothèse actuelle. Il est également envisageable qu'ils aient provoqué eux-mêmes leur déclin. Maintenir des fours capables de fondre le métal exigeait d'importantes quantités de bois, ce qui suppose un abattage massif des arbres alentours. Privé de racines pour le stabiliser, le sol finit par se désagréger et se réduire en poussière, tandis que les pâturages disparaissent. Dans ces conditions, les groupes de passage cessent de fréquenter la zone. En alimentant sans relâche leurs fours, les habitants auraient ainsi transformé leur environnement immédiat en une étendue stérile. Une telle chaîne d'événements devrait laisser des indices, mais les recherches étant encore récentes, de nouvelles découvertes pourraient émerger. Semillarca s'est vraisemblablement éteinte progressivement, rejoignant d'autres établissements avancés, tombés dans l'oubli. Dans l'immense steppe de l'Oural, une autre ville conçue dès l'origine comme une place fortifiée illustre ce niveau d'organisation précoce. Il s'agit d'Archaïm. Vu du ciel, son enceinte dessine un cercle presque parfait d'environ 160 mètres de diamètre. Des remparts concentriques ceinturent le site, complétés par un fossé défensif extérieur. À l'intérieur, près de 60 habitations s'alignent en courbe le long des murs, comme les pièces d'un puzzle. L'ensemble révèle une planification rigoureuse et une communauté structurée. Puis vient Akrotiri. Cette cité de l'âge du bronze, située sur l'île de Santorin, fut ensevelie lors d'une terrible éruption volcanique. Les cendres, en retombant, se sont solidifiées comme du béton, emprisonnant la ville dans cet état exceptionnel. Les archéologues y ont mis au jour des habitations à plusieurs niveaux, superposées avec une étonnante complexité. Sur les murs subsistent encore des fresques éclatantes représentant navires et dauphins. À l'intérieur, un réseau de canalisation en terre cuite permettait déjà la circulation de l'eau, bien avant l'apparition de la plomberie moderne. On peut également citer Derinkuyu, au centre de la Turquie, dont l'existence n'a été révélée que par un incident domestique inattendu. En 1963, un habitant démolit un mur de son sous-sol à coups de masse, découvrant derrière lui un passage obscur. En s'y aventurant, il mit au jour une immense cité souterraine s'étendant sur 18 étages. Ce vaste dédale, creusé dans une roche tendre, pouvait abriter jusqu'à 20 000 personnes. Pour se protéger, ses occupants avaient conçu d'imposantes roues de pierre, pesant plusieurs centaines de kilos, capables de sceller les accès et de bloquer toute intrusion. L'ensemble évoque irrésistiblement les cités souterraines des nains décrites dans Le Seigneur des Anneaux. L'un des apports les plus remarquables des technologies actuelles réside dans leur capacité à cartographier avec une précision inédite des sites anciens. Grâce aux satellites et aux techniques de télédétection, il devient possible de repérer murs, rues et ateliers enfouis depuis des millénaires. À partir de ces données,
Les chercheurs reconstituent numériquement ces lieux et peuvent même en proposer des visites virtuelles. Certes, cela ne remplace pas l'expérience directe de la steppe, mais cela s'en rapproche autant que possible. Et de nombreux sites disparus restent encore à découvrir, cachés sous la surface, en attente d'être révélés par les prochaines analyses. Qui peut dire à quoi ressemblera votre propre quartier dans 3600 ans ?